Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Comment la crise met-elle le bien-être des Français à l'épreuve? Quel est son impact sur l'économie? Pour en parler, nous sommes en compagnie de Yann Algan, professeur d'économie à Sciences Po et doyen d'affaires publiques. Bonjour, on vous doit notamment les origines du populisme. Vous êtes l'un des co-auteurs de ce livre publié aux éditions du Seuil. Et en face de vous, Claudia Sénic, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Sorbonne Université et à l'École d'économie de Paris et vous avez dirigé en compagnie de Mathieu Perrona le bien-être en France, un rapport que j'ai sous les yeux. Et justement, on vient d'évoquer dans la revue de presse internationale la situation en Haïti et on suit d'année en année, hélas, la situation dans ce pays qui ne cesse de s'aggraver. Lorsqu'on prend justement cette situation-là et la situation en France, car on sait, c'est une sorte de marronnier journalistique que les Français estiment être malheureux alors que leur situation objective, si on la compare évidemment avec des pays comme Haïti, est objectivement meilleure. Comment vous analysez-vous ce type de hiatus ? Non, mais bien sûr, on peut pas. Je pense que les gens répondent à la question du bonheur et de la satisfaction dans la vie en fonction de leur propre cadre de référence. Et évidemment, c'est pour ça qu'il faut faire attention dans des comparaisons internationales. On ne peut pas comparer Haïti, c'est-à-dire le chaos, la misère, la guerre de tous contre tous, et puis l'univers des possibles que les Français ont en tête quand ils répondent à la question. Et puis l'idéal auquel ils aspirent. Et il y a un peu d'ironie dans le fait d'évoquer le bien-être en France au moment où la pandémie frappe et où la situation nous paraît, je vais essayer d'utiliser un terme neutre, atypique. C'est en tout cas le minimum. Mais pourtant, quand on voit les différents indicateurs de bien-être subjectif, j'ai le tableau de bord du bien-être en France que vous proposez, Claudia Sénic. Et alors, on voit que la satisfaction de vie qui était par exemple à 6,6 en décembre 2016, bon, c'est un chiffre qui peut paraître abstrait, mais qui a baissé jusqu'à 6,4 en décembre 2018, est à 6,9 en juin 2020. Et j'ai repéré comme ça pas mal de chiffres. La dernière colonne, c'est juin 2020, il n'y en a pas de postérieur, où finalement, les gens sont plutôt heureux alors qu'on sortait du premier confinement. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Mais justement, en fait, les gens étaient très très heureux de sortir du premier confinement. Et effectivement, grâce à cette enquête trimestrielle qu'on a en partenariat avec l'INSEE, on peut suivre assez fréquemment, plus fréquemment que jusqu'à présent on ne pouvait jamais le faire, les différentes dimensions du bien-être ou du ressenti, en tout cas subjectif des Français. Et on voit que le premier confinement n'a pas été vécu très douloureusement par l'ensemble des Français. En fait, ça dépend des situations. La moitié des Français l'ont vécu plutôt pas mal et l'autre moitié, ceux qui allaient travailler, moins bien. C'est-à-dire que ceux qui le vivaient bien étaient ceux qui ne travaillaient pas, c'est ceux qui étaient en télétravail et qui n'avaient pas d'enfants en bas âge dans un appartement exigu, ou même en l'ont plutôt moyen bien âge. vécu. De toute façon, c'était une situation exceptionnelle, inhabituelle et qui a toujours une sorte de parenthèse. Et ce genre de parenthèse peut avoir son charme quand on sait que c'est pour un temps limité et que ce n'est pas pour toujours. Mais quand même, le déconfinement a eu un effet vraiment euphorisant sur les gens et même une reprise de la consommation, etc. Et dans le rapport, on ne publie pas les données jusqu'au bout, puisqu'il faut bien s'arrêter à un moment donné pour le publier. Mais si on voit la dernière vague de décembre 2020, on voit que là, ça a replongé. Et surtout le moral, en fait, pas tellement l'estimation par les Français de leur perspective économique, mais surtout le moral, l'anxiété, le mal-être. Et lorsque l'on voit ça, on se dit finalement que cette période atypique, elle était supportable si elle était courte. Vous dites, Claudia Sénic, que si celle-ci est conduite à perdurer ou à se prolonger d'une manière ou d'une autre, là les chiffres vont baisser. Oui, bien sûr, là, ils sont déjà en train de baisser. Et c'est ce dont le gouvernement et l'ensemble des analystes s'est rendu compte récemment, c'est que finalement, on était dans une espèce de dilemme cornélien entre santé et économie. C'est-à-dire la santé, on confine, l'économie, on libère l'activité. Et maintenant, on s'est rendu compte qu'il y avait une troisième dimension qui était très importante et qui influait, qui agissait sur les deux autres, c'est le moral des Français, le mal-être. Et toutes les études, santé, l'enquête Covid-Prev de Santé publique France montre que des indices de dépressivité, d'anxiété, même de pensée suicidaire, etc., commencent à avoir une prévalence très élevée, surtout chez les personnes âgées qui sont maintenant isolées depuis longtemps, recluses.
et chez les jeunes qui sont en train de rater complètement la période où, pour eux, les relations sociales sont un facteur de construction de soi vraiment majeur. Donc en fait, maintenant, il y a 3 éléments à prendre en compte dans ces arbitrages à faire. Donc du coup, tout ceci devrait plaider, alors je mets de côté d'autres aspects qui sont évidemment des aspects essentiels comme l'aspect épidémiologique, tout ceci pourrait plaider pour ne pas confiner, mais quand on parle de confinement, c'est avant tout une catégorie sémantique, puisque avec le couvre-feu, avec l'absence des lieux culturels, enfin la situation dans laquelle nous sommes, Claudia Sénic, nos vies ne ressemblent pas à des vies ordinaires. Ça plaide surtout pour accélérer la vaccination. Et puis, pour faire un peu ce que fait le gouvernement, c'est-à-dire essayer de faire des arbitrages fins, ni 0 ni 1, mais autant qu'on peut du côté de l'activité, mais pas trop à cause de la santé. Enfin, je crois que c'est ça qu'on essaye de faire dans cette espèce de navigation comme ça à vue, de fine-tuning, là, comme on dit. Voilà. Et puis c'est ce que font un peu tous les pays, finalement, avec cette politique de stop and go. On confine, on déconfine, on essaye de survivre. Et il y a différentes catégories de mesures de perception de l'avenir. Et lorsqu'on demande aux gens comment ils envisagent leur avenir, est-ce qu'aujourd'hui, d'après les différents chiffres dont vous disposez, les gens se projettent dans l'après-pandémie en se disant que plus rien ne sera comme avant, qu'il va falloir reconstruire les choses, qui là aussi peut être finalement assez euphorisant, puisque on peut imaginer toutes sortes d'utopies concrètes, ou bien au contraire, est-ce qu'ils imaginent que l'avenir sera plutôt sombre, Claudia Sénic? Pendant le premier confinement, en fait, on avait même réalisé une enquête avec Yann et puis d'autres gens. Il y a eu énormément de renouveau utopique, justement. On s'est dit, c'est le moment de tout arrêter, de tout remettre à plat et se demander finalement ce qu'on veut garder, ce qu'on veut jeter. Et on a vu énormément de gens, une majorité de gens qui disaient qu'ils arrêteraient désormais de prendre l'avion quand c'était pas nécessaire. Ils renonçaient à prendre le TGV, ils voulaient plus consommer des produits alimentaires qui auraient été importés depuis loin, etc. Donc l'utopie, c'était de cesser de voyager. Bon, je sais pas. Ou de voyager en vélo. Voilà, ou en vélo, etc. Donc, je sais. Bon, ça, c'était le premier confinement. Maintenant, le deuxième est beaucoup plus sombre et moins propice à la floraison de ces grands espoirs. Mais bon, c'est quand même le moment de prise de conscience, comme cette pandémie est une pandémie, c'est-à-dire globale, mondiale. Ça coïncide avec la prise de conscience du fait que la mondialisation, ça apporte beaucoup de problèmes qu'il faut circonscrire. Et peut-être s'y atteler plus énergiquement qu'autrefois. Mais alors, quand vous en parlez au passé de ces utopies, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la longue durée, on va être de moins en moins utopique? Non, c'est pas ça, il y a toujours une contradiction, mais au sein de chaque individu, entre ce qu'il aimerait faire, ce à quoi il aspire en tant que citoyen, ou même en tant que travailleur, et puis ce qu'il fait après, le soir, quand il va faire les courses. Concrètement... Surtout que là, le soir, il ne peut plus faire les courses. Oui, il ne peut plus faire les courses le soir, donc en fin d'après-midi. Ou alors, on voudrait ne plus voyager, mais bon, quand même. Donc, on est chacun pris dans des contradictions, peut-être un peu court terme, long terme. Et donc, c'est difficile en faire de rendre opérationnelle la partie utopique. On est obligé effectivement d'arbitrer. Mais est-ce que le fait, par exemple, de voir une situation qui peut être très grave dans certains cas sur le plan économique ou sur le plan sanitaire, est-ce que par comparaison, puisque c'est ce que vous évoquiez, Claudia Sénic, c'est très relatif la perception du bonheur, et puis on sait que les individus ont tendance à comparer leur situation avec celle d'autrui. Est-ce que ça ne provoque pas de manière a priori paradoxale un mieux-être dans ces situations de pandémie? Ça devrait. Mais on sait bien que ça ne le fait pas parce que d'abord, ce genre d'information souvent est perçu comme étant extrêmement abstraite. Les gens sont peu réactifs aux choses abstraites quand ils voient des images ou quand c'est des gens que... Donc voilà, il se passe des choses horribles en Haïti, mais c'est loin et on ne sait pas trop et on est habitué. En fait, donc, bien sûr, ça devrait. En fait, on devrait toujours travailler sur son benchmark, c'est-à-dire sur l'aune de comparaison à laquelle on se réfère pour évaluer sa propre situation. Mais en France, on a un benchmark très ambitieux, très un peu idéal, justement, qui fait qu'on est toujours un petit peu déçu par rapport à ce que ça pourrait être. On est tellement exigeant avec l'idée de la France qu'on est toujours un petit peu, on est un peu déçu, quoi. On ne compare pas, on a Haïti, du tout. Il faut dire qu'on a connu aussi beaucoup de blessures narcissiques françaises, la question des masques, la question de la vaccination, la question des vaccins français. Vous dites « Ah !» Oui, là, vous parlez du moment très présent, ouais.
Les masques, c'est Ouais, le bien moment sûr, pas ouais. si présent que ça, Ouais, mais ouais. il y a eu un certain nombre de moments où... Là aussi, c'est très étonnant parce qu'on voit que, par exemple, vous mesurez le sentiment de sécurité. Alors, le sentiment de sécurité, il n'a jamais été aussi fort qu'après le premier confinement. Alors, la sécurité, c'est aussi bien Ouais. la sécurité matérielle que la sécurité dans un sens beaucoup plus large. Dans le Avec... voisinage, en fait, je pense, plutôt. Je pense que c'est plutôt l'agressivité, les incivilités, tout ça. Alors, les agressions ressenties ont plongé Voilà, pendant oui, le premier c'est confinement. normal, il n'y avait plus personne dans les rues. Yann Algan. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et tous. Juste quelques éléments de complément à ce que vient de dire Claudia. C'est vrai qu'on constate dans ces enquêtes que la seconde période est ressentie beaucoup plus durement que la période de confinement qui a eu lieu de mars à juillet. Et il y a deux grandes explications à cela. Il y a bien sûr l'épuisement psychologique, la solitude notamment chez les jeunes étudiants, 3 millions de jeunes comme ça privés d'interaction sociale. Mais il faut bien voir aussi que la situation actuelle est ressentie de façon beaucoup plus inégalitaire. Lors du premier confinement, il y avait non seulement un sentiment de saisissement, de stupeur et de peur face à la crise, mais tout le monde était confiné. Et 90% des Français étaient d'accord avec la politique de confinement. Bien sûr, il y avait des inégalités entre ceux qui étaient en télétravail ou non, et qui étaient très fortes, mais on n'avait pas le sentiment, contrairement à la seconde période, que certains magasins pouvaient ouvrir, d'autres pas, certains avaient des mesures restrictives et d'autres non. Et je crois que c'est pour ça que cette seconde période est sentie, à mon avis, de façon un peu plus difficile, parce qu'associée à de plus grandes inégalités au sein de la société française dans le traitement de ce confinement. Alors ça, on va en reparler, mais pour la première fois, Claudia Sénic, il est compliqué de se projeter dans l'avenir, même de manière extrêmement prosaïque. Je veux dire, il est compliqué de savoir si on ne sera pas reconfiné dans 15 jours, si on aura la possibilité d'aller voir sa vieille tante, etc., etc. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui doit perturber la perception du bien-être. Oui, bien sûr, c'est vraiment une dimension essentielle. Ça, on le voit depuis que la recherche s'intéresse au bien-être subjectif. C'est que la projection et l'anticipation de l'avenir, la possibilité de se projeter, c'est un élément essentiel du bien-être ou du bonheur, autant que la situation présente dans laquelle on se trouve. Donc là, le fait que l'horizon soit bouché, obscurci, effectivement, c'est un facteur de dépression important. Et est-ce que du coup, le fait de donner de la visibilité, si on pouvait le faire, ce qui n'est pas forcément, est-ce que ça serait une manière d'améliorer la santé mentale des Français ? Exactement, en fait. Si on avait les moyens de dire la lumière est au bout du tunnel, ça irait mieux pour tout le monde. D'ailleurs, d'être des gens qui se racontent ça va s'arrêter, c'est bientôt fini. Enfin, on espère, évidemment. Et avec cette perspective, on se tient le moral. Et du coup, est-ce que, puisque lorsqu'on demande aux Français de dire quelle est leur période préférée, vous dites, je le lis dans votre rapport, Claudia Sénic, vous dites que finalement, la plupart des gens sont plutôt enclins à dire que la période la plus idéale était la période de leurs 20 ans, donc tout dépend de leurs 20 ans. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cette représentation-là, elle va changer, qu'on va avoir tendance à dire que finalement, la vie que nous avions avant la pandémie était une vie finalement plutôt agréable et confortable ? Oui, certainement. Il y aura certainement un avant et un après, surtout si l'idée s'installe que désormais, il y aura des pandémies ou des chocs répétés de cette nature. En fait, on avait introduit cette question dans cette série de 20 questions qu'on pose aux Français tous les trimestres avec l'INSEE. Parce que justement, ce mal-être français, moi, je pense que c'est lié à une espèce de nostalgie d'un monde révolu ou qui s'éloigne, d'un idéal passé. Et donc, on voulait demander, justement, enfin, c'est un rapport avec le temps, un rapport au passé, un rapport à l'avenir. Donc, on demande aux Français à quelle période ils voudraient vivre s'ils pouvaient choisir une autre période. Et effectivement, les gens choisissent souvent la période où ils avaient 20-25 ans. Parce que, bon, voilà. Mais au-delà de ça, il y a quand même quelque chose de vraiment spécial, et c'est vraiment spécifique à la France, c'est l'incroyable succès des années 80. Les gens rêvent des années 80, même des gens qui n'ont pas connu ces années-là, même des gens comme la génération de mes enfants. Pourquoi ? Parce que ça représente Mais quoi, les années 80 ? On sait pas. Le disco Peut-être le disco, peut-être, je sais pas, les années Mitterrand, peut-être, enfin, je ne crois pas, mais peut-être la période avant, vraiment, avant toutes les mutations technologiques qui ont accompagné Internet, etc. Peut-être avant que les gens sentent vraiment la mondialisation, ou alors avant que les gens aient vraiment complètement compris que la crise qui a commencé au milieu des années 70 allait durer. Enfin, en tout cas,
il y a un mythe des années 80. Et une enquête semblable a été conduite en Angleterre, et là, ce n'est pas le cas. L'effet années 80 n'est pas là. Donc, il y a quelque chose en France. Et c'est quand même moins de 5% des Français, même les jeunes, hein, choisissent de dire qu'ils aimeraient connaître le monde dans l'avenir. Aucune appétence pour l'avenir, en fait, dans cette population. Tout le monde est... 30% des gens disent maintenant, et tous les autres disent dans le passé, les années... voilà. Yann Algan, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, j'ai pas d'explication miracle sur les années 80 et sur le téléphone, mais c'est vrai que la jeunesse française a un niveau de pessimisme qui est beaucoup plus marqué que l'ensemble de la jeunesse des autres pays de l'OCDE. Et c'est quand même quelque chose d'assez symptomatique, parce que c'est normalement la cohorte, la jeune génération, qui est dans les autres pays capable de le plus se projeter dans l'avenir et d'avoir un peu plus d'optimisme. Donc là, c'est un autre paradoxe français que l'on essaye un peu de creuser dans cette note. Bon, malheureusement, c'est un paradoxe de moins en moins pénétrable, puisque avec la pandémie, il y a quantité d'articles, de constats sur l'état de la jeunesse, sur le fait que c'est la jeunesse qui est particulièrement touchée, qui ne peut pas aller en cours, qui ne peut pas effectivement se livrer aussi aux activités qu'elle affectionne, plutôt la jeunesse qui sort, la jeunesse qui a des lieux de sociabilité. Et ça, c'est un constat qui est fait en France, mais qui est fait partout dans le monde, Claudia Sénic. Oui, bien sûr. Oui. Je pense que là, en ce moment, c'est pas spécifique à la jeunesse française. C'est toute la jeunesse qui est interdite de sociabilité, aussi bien... le fait de ne pas aller en cours, c'est pas seulement de ne pas avoir les profs, c'est de ne pas avoir l'effet cohorte, d'avoir ce groupe de gens de promotion avec qui on va nouer des liens qui seront durables, qui seront utiles, qu'on va retrouver tout au long de sa carrière, et puis surtout de sortir, de s'amuser, d'aller dans des fêtes. Enfin, moi, je déplore que mes enfants ne puissent pas faire ça. Non, il y a effectivement un sentiment d'insatisfaction, et qui rejoint, alors là, quelque chose de très frappant, hein, parmi les chiffres que vous rassemblez, Claudia Sénic, il y a quelque chose de très particulier, de très spécifique à la France, c'est le sentiment de solitude. Le sentiment de solitude, il est particulièrement important en France. Personne se sentant la plupart du temps seul. On voit qu'en France, on est à 9%, alors que la moyenne de l'OCDE, elle est à 6%, ce qui est quand même très étonnant. Alors ça, c'est peut-être dû à... de toute façon, en fait, ce qu'on apprend dans ce domaine de recherche, c'est que finalement, au-delà du revenu, ce qui compte vraiment, c'est le lien social. Le fait d'être entouré, le fait d'avoir des relations avec autrui, des relations privées ou professionnelles. Donc là, le taux d'emploi, par exemple, particulièrement faible des seniors, ce qu'on appelle les seniors, donc au-delà de 55 ans. Bon, c'est peut-être un cas d'explication, une piste d'explication. L'autre chose, c'est un travail qu'on avait fait à l'Observatoire du bien-être et aussi au Conseil d'analyse économique avec Yann Algan et Clément Malguer sur la manière d'occuper le territoire. C'est qu'il y a quand même des communes et des régions de France d'où la vie se retire et où les gens se sentent particulièrement seuls. Et oui, parce que vous allez avoir une vingtaine de minutes pour réfléchir à ça, mais moi j'aimerais bien comprendre pourquoi les Français se sentent beaucoup plus seuls que par exemple les Finlandais, les Danois. Il y a seulement les Belges, les Roumains et les Grecs qui se sentent plus seuls que nous. Voilà, vous avez une vingtaine de minutes. Yann Algan, professeur d'économie à Sciences Po, et Claudia Sénic, professeur à Sorbonne Université, pour tenter de trouver des pistes de réflexion. Le billet politique, Frédéric Seyss, François Bayrou et la question piège à 4 000 €. Sans doute avez-vous écouté François Bayrou hier sur LCI pour le cas extrêmement improbable où vous l'auriez raté. Voici un petit rattrapage. François Bayrou, donc le haut commissaire au plan, est interrogé sur la sortie de la crise sanitaire et en particulier sur cette question. Pour résorber les dettes publiques, faudra-t-il taxer davantage les plus riches? À cette question, le président du MoDem répond à juste titre qu'il faudrait d'abord s'entendre sur ce qu'est un riche. À partir de quand est-on fortuné? On s'en souvient, le socialiste François Hollande, lui, en fixait le seuil à 4 000 € par mois. Et voici donc le piège se refermer sur François Bayrou qui répond ceci. 4 000 € par mois, pour moi, c'est classe moyenne. C'est vrai. En tout cas, si vous me dites, est-ce qu'à 4 000 € on est riche, ma réponse est non.
À 4 000 €, on est dans la classe moyenne. Immédiatement sur les réseaux sociaux, ces propos ont valu à François Bayrou des accusations de déconnexion, de coupure avec la vie réelle. D'ailleurs, au vu des statistiques, ces contempteurs ont plutôt raison. En France, selon l'INSEE, moins d'1 salarié sur 10 gagne plus de 4 000 € net par mois. Bien sûr, il faudrait ensuite affiner selon les charges, les dépenses, le patrimoine, le nombre d'enfants, etc. Mais ce qui est étonnant, c'est que François Bayrou, homme politique expérimenté pourtant, tombe dans un piège aussi grossier, qu'il trébuche sur un sentier aussi battu et rebattu. Car ces questions sur la définition des riches, c'est comme les questions sur le prix du pain au chocolat, estimé en son temps à 10 centimes par Jean-François Copé. C'est un classique absolu des interviews. Ce seuil de la richesse à 4 000 €, ce fut même en 2012 l'une des controverses majeures entre le camp de François Hollande et celui de Nicolas Sarkozy. Le sujet s'est invité au débat de l'entre-deux tours entre les deux présidentiables. Est-ce que vous avez conscience que nous sommes dans un monde ouvert ? Il y a une différence entre nous. Vous voulez moins de riches, moi je veux moins de pauvres. Et il y a à la fois plus de pauvres et des riches plus riches. Ce n'est pas exact. Si, c'est vrai. Et c'est pas une plaisanterie. Alors à partir de quand, ou plutôt de combien, est-on considéré comme riche ? Si cette question est aussi abrasive, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, l'étiquette de riche est perçue comme infamante, résultat de la culture égalitaire de la Révolution et d'un vieux fond catholique sans doute, où les premiers seront les derniers. D'ailleurs, le discours politique préfère souvent l'euphémisme. Au lieu de riche, on parlera de ménage aisé. Autre difficulté, la classe moyenne, c'est un concept très piégeux puisque tout le monde croit y appartenir, bien sûr, au prétexte qu'il y a plus pauvres et plus fortunés que soi. D'ailleurs, d'après une enquête du Crédoc, 2/3 des Français se placent spontanément dans la classe moyenne. Pourtant, celle-ci ne représente au maximum que 50% de la population, selon l'Observatoire des inégalités. Voilà donc pourquoi les discours politiques affectionnent tant cette notion, cette idée de défendre les classes moyennes. Chacun peut se sentir concerné. Résultat, pour les politiques, il n'est pas évident de définir ce qu'est un riche, qu'il faudrait taxer davantage. Oui, le curseur est difficile à placer. Si vous le placez trop bas, alors vous vous coupez d'une partie des électeurs, tous ceux qui seront furieux d'être catégorisés parmi les riches. Mais si vous placez le seuil trop haut, alors il ne concerne plus grand monde et vous risquez de mettre en place une mesure symbolique qui ne rapporte plus grand-chose à l'État. Cette question de la richesse n'est bien sûr pas nouvelle. En 1981, le candidat communiste Georges Marchais en faisait l'une de ses tonitruantes marques de fabrique face aux journalistes. Vous avez un travail assuré, vous avez un bon revenu, peut-être êtes-vous sous le coup de ma proposition au-dessus de 4 millions, 100% d'impôts, je prends tout, je comprends dans ces conditions que vous ne vouliez pas du changement. Voilà, 4 millions de francs. Alors ces débats sur la fiscalité peuvent sembler anecdotiques, pourtant ils définissent un cadre idéologique. En 2017, Emmanuel Macron avait tenté de s'extraire de ce piège. Qu'est-ce qu'un riche ? Le candidat En Marche avait reformulé la question. Il distinguait le revenu et la rente, sous-entendu, les revenus viennent du travail, de la prise de risque, la rente est due au patrimoine et à l'héritage. C'est avec cette justification qu'il a mis en place un nouvel impôt sur la fortune qui concerne le patrimoine immobilier, mais plus du tout la détention d'actions dans les entreprises. C'est une manière de botter en touche, tout en assumant une politique plus favorable au capital que pendant le quinquennat précédent. On a dit le clivage gauche-droite mort et dépassé, mais peut-être grâce à ces débats sur la richesse et la fiscalité, le voit-on, ce clivage, subrepticement ressuscité. Merci Frédéric Seyss pour ce billet politique. On va faire réagir nos invités à cette barre des 4 000 €. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. 8h22 sur France Culture, on évoque le bien-être en France. Nous sommes en compagnie d'Yann Algan, professeur d'économie à Sciences Po. Vous avez notamment publié Les origines du populisme aux éditions du Seuil. En face de vous, Claudia Sénic, professeure à Sorbonne Université. Vous avez co-dirigé ce rapport que j'ai sous les yeux, Le bien-être en France, avec Mathieu Perrona. Alors, le lien entre le bien-être et le niveau de revenu, quel est-il, Claudia Sénic ? Il est évident, évidemment positif.
malgré, évidemment, il est beaucoup plus important quand on considère des revenus faibles et il devient important, mais moins quand on atteint des revenus plus élevés. Mais ça reste un des déterminants ou des facteurs essentiels du bien-être ou de la satisfaction dans la vie, à côté d'autres choses dont on a déjà parlé, les liens sociaux, etc. Et si l'on prend la barre des 4 000 €, comment vous l'interprétez, Claudia Sénic ? Être riche, c'est soit une question de convention, soit une question de perception. On peut s'amuser à dire c'est tous les gens qui gagnent davantage que le revenu médian, c'est-à-dire celui qui coupe la population en deux, ceux qui gagnent plus, ceux qui gagnent moins. On peut dire c'est les 10% les plus riches ou les 1%. On peut, quand on fait des enquêtes, on demande aux gens combien il faudrait gagner pour se sentir à l'aise. Tout le monde donne un revenu, tout le monde indique un revenu qui correspond à 30% de plus que ce qu'on a déjà. On sait bien ce que c'est qu'être pauvre, en revanche. Être pauvre, c'est ne pas pouvoir se payer l'ensemble des biens de consommation avec lesquels on fonctionne dans la société du moment. Par exemple, quelqu'un qui ne pourrait pas avoir, accès à Internet, qui n'aurait pas de téléphone, enfin même de smartphone même peut-être, se sentirait pauvre. Voilà, ça on sait. Votre point de vue à ce sujet, Yann Algan ? Oui, et je pense aussi qu'il y a vraiment de fortes comparaisons sociales. Donc, la question de savoir si on est riche ou non, et surtout quel impact ça a sur le bien-être, dépend vraiment aussi de ce que gagnent les autres. Et le grand problème, c'est que dans une société comme la France, où la qualité des relations sociales est beaucoup plus conflictuelle, en fait, la comparaison du revenu joue beaucoup plus sur votre niveau de bien-être ou de mal-être en l'occurrence. Oui, parce qu'il faut quand même dire que les êtres sociaux, nous tous, nous sommes un peu méchants. Alors, on a l'habitude, depuis Tocqueville, depuis un certain nombre de commentateurs, de savoir qu'il n'y a pas seulement notre bonheur personnel, qu'il y a aussi le malheur des autres. Ce que je veux dire en termes de bien-être, et ça c'est une expérience très classique en psychologie sociale, on sait que l'on compare sa richesse à celle d'autrui, et lorsque l'on voit sa richesse un peu progresser, tandis que celle des autres progresse beaucoup, eh bien on peut être malheureux, alors même que si on voulait réfléchir objectivement, on aurait vu sa situation propre s'améliorer, Yann Algan. Oui, tout à fait. Vous connaissez le dicton. Ce qui importe, ce n'est pas d'être riche ou d'être heureux, c'est que les autres ne le soient pas. Mais c'est une façon de dire un peu férocement qu'effectivement, les êtres humains sont des êtres sociaux qui se comparent énormément. Et dans les pays où la qualité des relations et où la confiance est dégradée, ce sont des pays, effectivement, où le bien-être est un peu plus faible. Et c'est l'une des explications du paradoxe français, où malgré un niveau de revenu parmi les plus élevés des pays de l'OCDE, le niveau de bien-être déclaré est inférieur compte tenu de notre niveau de revenu. Mais on a quand même l'impression que la comparaison en France, ça marche bien. Et, par exemple, le désir mimétique, on l'a convoqué pour essayer d'expliquer pourquoi l'incrédulité, voire la méfiance vis-à-vis des vaccins avait diminué au fur et à mesure que la campagne de vaccination débutait, et débutait lentement. C'est-à-dire maintenant, on a la sensation, Yann Algan, je ne sais pas ce que vous en pensez, que beaucoup de Français veulent se faire vacciner parce que précisément, c'est compliqué, voire impossible. Oui, alors plus de Français effectivement veulent se faire vacciner, mais on constate quand même dans des comparaisons internationales que la France se singularise par sa faible adhésion au vaccin. On a mené depuis mars 2020, donc depuis les tout premiers pas de la crise, grâce au Cevipof, des enquêtes régulières sur 12 pays, et avec un focus un peu plus particulier sur la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et on s'aperçoit que la France présente quand même un certain nombre de singularités. La première, c'est la très forte insatisfaction dans la gestion de la crise par le gouvernement. Dans l'ensemble des classements internationaux, on est au même niveau que les États-Unis et le Brésil, avec 2/3 des citoyens qui rejettent vraiment la gestion gouvernementale. On constate aussi qu'on est rentré dans la crise avec des niveaux de confiance beaucoup plus faibles. On sortait quand même abîmé dans des situations presque de guerre civile, d'une certaine façon, avec les tensions qui ont été travaillées par le mouvement des Gilets jaunes. Et la France, au départ, n'a pas été prête pour pouvoir gérer cette crise. Ça agit aussi comme une forte contrainte sur le gouvernement. On voit bien que dans une situation de faible cohésion sociale, le gouvernement a dû prendre des mesures certainement plus restrictives que dans d'autres pays. Il y a une vraie régularité que l'on constate au niveau international. Les pays où le niveau de confiance dans les autres
et plus élevés sont des pays qui ont mis des politiques restrictives de confinement beaucoup moins importantes. Et là, on voit que dans un pays comme la France, où très certainement le gouvernement au départ se défiait du climat social et de la capacité des Français à volontairement respecter les règles de distanciation, le gouvernement a dû mettre des politiques restrictives beaucoup plus importantes. Et d'ailleurs, on voit à quel point il a évolué par rapport à cette problématique. Le président dernièrement a repoussé le confinement en disant « je fais confiance aux Français ». Donc il y a eu une évolution. Mais là, on voit bien comme quoi le niveau de cohésion sociale initial a joué comme une contrainte sur les choix politiques. Il y a deuxième chose qui est vraiment singulière, c'est aussi la façon dont a été gérée la crise. Et là, je renvoie à un très bon livre qui a été fait par Henri Bergeron et ses co-auteurs sur la crise du Covid, une crise organisationnelle. Nous l'avons reçu ici. Vous l'avez reçu et qui montre bien que dans un pays où la coopération initiale est faible, a tendance à multiplier les structures ARS, Conseil scientifique, Santé publique France, et de structures qui en plus ne collaborent pas entre elles. Troisième spécificité, c'est effectivement vis-à-vis du vaccin et vis-à-vis de la confiance dans les scientifiques. On est le seul pays qui, au cours de la crise, a autant décroché dans la confiance au niveau des scientifiques. Dans tous les pays, la confiance dans les scientifiques est plus élevée que la confiance dans les gouvernements. On est autour à peu près de 80% de confiants. Et les Français partaient à peu près de ce niveau, même si on était en dessous de la Nouvelle-Zélande, de la Suède. On a perdu 20 points de pourcentage. Et d'une certaine façon, la faible adhésion vis-à-vis du vaccin est très liée aussi. Ça veut dire qu'on en est où dans... Alors on en est, Parce que on en est maintenant à 60%. Donc vous voyez, c'est-à-dire vraiment à des niveaux presque la moitié des Français font confiance aux scientifiques, pas plus. Et on sent bien que d'une certaine façon, la défiance dans le gouvernement sont juste un tout petit peu mieux crus que les journalistes. Exactement. Et d'une certaine, alors, mais un peu plus que les économistes encore. Bon, voilà. Donc vous êtes en bas de la pyramide. Vous êtes sauf. Mais en revanche, on a l'impression vraiment que la défiance vis-à-vis du gouvernement a emporté aussi les scientifiques. Claudia Sénic, parce que justement, alors il y a le chapitre de la défiance, mais juste pour évoquer, pour continuer et peut-être en finir aussi avec la question de la richesse. La richesse, là, évidemment, renvoie au travail et alors le bien-être est généralement lié à la manière dont on vit le travail hors période de pandémie ou bien pendant la pandémie. Et là, qu'est-ce que vous avez observé ? Donc, il y a un gros chapitre sur le travail, effectivement, dans ce rapport sur le bien-être en France. Et pour commencer par cet aspect-là, l'enquête européenne sur les conditions de travail, qui interroge 50 000 personnes dans 32 pays européens, pose la question de savoir est-ce que vous vous sentez bien payé au regard des efforts que vous fournissez. La France est la dernière dans ce classement. La moitié des Français, 46%, estiment qu'ils ne sont pas assez bien payés, étant donné ce qu'ils contribuent, ce qu'ils font dans leur travail. Donc il y a ce gros problème de pouvoir d'achat, qui est certainement lié évidemment au prix du logement, entre autres. Et donc on comprend que cette question de la richesse soit extrêmement sensible. Mais alors, parce qu'il y a un paradoxe chez les économistes qui est le paradoxe d'Easterlin, donc du nom de cet économiste, qui dit qu'à partir d'un certain niveau de richesse, eh bien, les augmentations de pouvoir d'achat n'accroissent pas le bonheur. Est-ce que ça veut dire que les Français sont en deçà de ce seuil ? Est-ce que ça veut dire qu'on a une spécificité en tant que pays qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, de toute façon, on est mécontent de notre sort, Claudia Sénic ? En fait, le paradoxe d'Easterlin, c'est pas vraiment ça. Justement, Easterlin dit que le paradoxe d'Easterlin, c'est qu'en fait, au long cours, l'accroissement de la prospérité matérielle et du revenu ne va pas rendre les gens plus heureux. Mais en revanche, il y a pas chez Sterling, il n'y a pas cette idée du seuil, c'est-à-dire au-delà d'un certain seuil, c'est de l'argent ne compte plus. C'est peut-être vrai, mais ce qui veut dire, c'est que lorsqu'on est dans une pauvreté absolue, évidemment, l'argent compte. Ouais. Mais au-delà de ce mais seuil... c'est pire chez Sterling. C'est l'idée que de toute façon, au bout d'un certain temps, on va s'habituer et nos aspirations vont augmenter et on va se blaser et on sera même plus satisfait. Mais alors, est-ce que c'est particulièrement significatif en France ? Non, justement, en fait, dans un ouvrage précédent, Les Français, le bonheur et l'argent, on montrait que les Français sont particulièrement sensibles, enfin le bien-être des Français, le niveau de satisfaction dans la vie déclaré par les Français était particulièrement sensible à leurs revenus.
Donc au contraire, bizarrement, dans ce pays qui s'affiche comme étant moins matérialiste et plus égalitaire et mettant en avant d'autres valeurs, en fait l'argent compte peut-être parce que, notre interprétation c'est que les Français attendent beaucoup de l'État et voient qu'aujourd'hui l'État ne peut pas les protéger complètement contre tous ces chocs qui ne sont plus à l'échelle nationale, et donc du coup se replient sur ce que eux-mêmes, l'espèce de protection qu'ils peuvent s'assurer à eux-mêmes, c'est-à-dire leurs revenus. Et alors là, Claudia Sénic, dans le cadre de nos relations avec notre travail, on est face à des situations qui sont des situations complètement inédites, avec beaucoup de professions qui ne peuvent pas travailler normalement, qui sont contraintes d'être au chômage partiel. Est-ce que vous avez déjà fait des observations à ce sujet ? Oui, exactement. En fait, c'est très intéressant parce que ça pose la question du travail, la localisation du travail, le travail dans l'entreprise ou à distance. La moitié des Français ont été obligés de travailler en télétravail. L'autre moitié continue, bien sûr, à être en première ligne. Et le télétravail, c'est quelque chose qui était demandé par les employés avant la crise et rencontrait plutôt une réticence de la part des entreprises sur le thème télétravail. Est-ce que c'est vraiment complètement du travail ? Donc, premier confinement, les gens étaient très contents parce que dans le télétravail, évidemment, on gagne du temps, on ne va plus dans les transports, on peut s'organiser un peu comme on veut, on gagne de l'autonomie. L'autonomie, c'est un facteur important du bien-être au travail. Deuxième confinement, reconfinement, là, tout à coup, on se rend compte qu'on perd le lien social, on perd les interactions avec les autres, on perd tout ce qui est de l'ordre de l'imprévu, du hasard, de toute la créativité qui n'était pas planifiée. Et puis, on perd aussi les temps sociaux. En fait, moi, ça me fait penser à la théorie du sociologue Erving Goffman, théorie interactionniste. En fait, la vie, c'est un peu comme une série de scènes de théâtre et on joue un rôle en fonction de l'interaction dans laquelle on se trouve. Par exemple, là, je suis, vous êtes à la radio. Co-directrice à la radio, co-directrice de ce rapport. Et donc, l'identité, on endosse une identité dans l'interaction dans laquelle on se trouve. Et le fait d'aller au travail dans un endroit, dans un lieu de travail, fait qu'on endosse l'identité de travail et cette priorité se retrouve au sommet de notre hiérarchie et donc on est motivé et on s'y retrouve et on en retire une satisfaction. Et le fait de faire ça chez soi, en fait, on perd toute cette dimension de motivation et d'identité et ça, c'est donc un facteur évidemment de mal-être. En fait, on perd toute la dimension sens et intégration sociale. Ça veut dire qu'on a du mal à jouer un rôle, comme vous dites, Claudia. On a du mal à y croire. Zoom, par exemple, lorsqu'on est en télétravail avec des télé-réunions qui s'accumulent, c'est compliqué ? Le Zoom remplace, je trouve, idéalement certaines réunions un peu ennuyeuses. Zoom est l'une des applications qui permet d'avoir. Voilà. Pour les réunions comme ça où on doit assister et on n'a pas grand-chose c'est pas très créatif, disons, c'est peut-être bien. Mais quand il faut vraiment inventer des choses, il manque tout l'aspect de spontanéité, il manque l'aspect d'informel, il manque les apartés. Ça suffit pas. Yann Algan. Oui, d'une certaine façon, cette crise et puis l'explosion du télétravail ou de Zoom a accéléré vraiment la hausse du sentiment de solitude dans nos sociétés. On l'avait déjà un peu évoqué justement dans l'ouvrage précédent sur les origines du populisme en disant que oui, naturellement, le sentiment de solitude est très important en France. C'est certainement ce sentiment qui explique d'une certaine façon le mouvement des Gilets jaunes, reculer des territoires, mais aussi dans des emplois qui sont dans des emplois beaucoup moins encadrés, des emplois de services. Et ça, c'est bien sûr manifeste en France, mais c'était pas propre à la France. C'est quelque chose que vous retrouvez dans toutes les sociétés un peu post-industrielles où vous êtes moins présent dans une entreprise. Bien sûr, dans les sociétés industrielles, vous aviez des luttes, vous aviez potentiellement des inégalités, vous aviez des luttes partagées par les ouvriers, mais vous aviez aussi des espoirs en commun. Vous étiez tous rassemblés dans un même lieu. Là, il y a un éclatement des lieux de socialisation et si on ne réfléchit pas très rapidement à des nouvelles formes de socialisation associées à ce type de travail dans les services ou maintenant de travail par Zoom, je pense que la société va petit à petit tomber dans une situation d'anomie. Mais alors, pourtant, on a l'impression, mais peut-être que c'est uniquement un marronnier journalistique, une tarte à la crème, Claudia Sénic, qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui veulent quitter les villes.
on explique que l'attrait pour la campagne est de plus en plus élevé et qui ferait donc leur travail à distance. Ça veut dire que ces gens-là seraient amenés à plus utiliser les méthodes virtuelles pour collaborer avec les autres personnes avec qui ils travaillent. Est-ce que ça veut dire qu'on va se retrouver finalement dans une situation différente avec de moins en moins de contacts dans la vraie vie ? J'ai l'impression que c'est plutôt le raisonnement, c'est plutôt que quitte à faire du télétravail et si ça doit durer, alors autant retrouver un certain cadre de vie, autant avoir plus de mètres carrés et un coût du foncier plus faible. Donc les gens quittent Paris pour aller dans des endroits où ils peuvent se payer de meilleurs logements. Après, est-ce qu'ils tiendront ? En fait, chacun fait face aux mêmes arbitrages entre le coût du loyer, les relations sociales dans l'entreprise, les enfants, etc. Il est possible qu'une partie des Français retournent peupler des zones qui avaient tendance à se vider, ce qui serait une très bonne nouvelle pour ces communes dont la vie se retire un peu. Est-ce qu'on est capable de mesurer aujourd'hui ce phénomène ou est-ce que ça reste pour l'instant quelque chose dont on parle mais que l'on n'est pas capable de mesurer ? On ne l'a pas mesuré, nous, à l'Observatoire, mais j'imagine qu'à la fin de l'année, on pourra voir effectivement les variations démographiques dans les communes, commune par commune même. Si on suit le fil de l'anomie ou de la déstructuration des liens sociaux, il est à craindre, Yann Algan, que cette épidémie, elle renforce à la fois la distanciation sociale, c'est d'ailleurs ce qu'on nous préconise, et que par conséquent, les liens sociaux soient moins importants, et que la défiance soit également plus forte. Vous étiez penché là-dessus, disant que la France était une société de défiance, et l'une des caractéristiques de l'épidémie, c'est qu'elle nous conduit à nous méfier des autres, puisque ce sont les autres qui nous apportent la maladie. Est-ce que ça veut dire qu'on va renforcer deux causes du malheur français ? C'est à craindre. Nos enquêtes sont assez révélatrices sur ce point. En particulier, lorsque vous demandez aux citoyens français s'ils ont l'impression que leurs concitoyens ont profité de la crise ou ont respecté vraiment de façon civique les règles de distanciation, on s'aperçoit qu'uniquement un Français sur deux a l'impression que la solidarité a augmenté ou qu'il y a un sentiment de cohésion sociale, alors qu'en Allemagne ou en Angleterre, même l'Angleterre, vous voyez, qui pourtant a été traversée aussi par les crises, deux tiers des citoyens pensent que la solidarité a augmenté dans ces pays. Donc il y a un décrochage encore plus important en France. Là-dessus, on s'aperçoit aussi que la grande question qui va se poser au-delà de ce décrochage, c'est de voir comment est-ce que petit à petit la peur qui dominait les Français va se transformer en colère. Et c'est ce qu'on constate dans ces enquêtes avec le Cevipof. Le sentiment vraiment dominant au moment de la crise, c'était quand même un sentiment de peur. Avec l'arrivée du vaccin, ce qui remplace ce sentiment de peur, c'est un sentiment de colère. Et d'ailleurs, on le voit bien, cette colère a commencé à s'exprimer tout au long de l'automne, avec un refus de certains confinements ou de mesures restrictives. Et là, dans des situations de colère, en fait, l'acceptabilité sociale des mesures devient beaucoup plus faible. Et c'est ce qui explique pourquoi, par exemple, le gouvernement a été aussi prudent dans la phase de vaccination, en essayant de reconstruire d'abord la confiance. Mais je vais rajouter une troisième étape, si on se rend compte, et c'est malheureusement l'information que l'on donnait tout à l'heure, que certains vaccins ne permettent pas de protéger contre certains variants du coronavirus, il va peut-être y avoir à nouveau ou bien un phénomène de déprime ou bien en tout cas une vision d'un temps long qui va être encore plus long pour la pandémie, Yann Algan. Oui, tout à fait. Si effectivement cette phase de vaccination ne réussit pas... ou réussit incomplètement, puisqu'on expliquait que le vaccin AstraZeneca ne protégeait pas contre le variant sud-africain. Tout à fait. Je pense que ce sera un très gros coup au moral. Alors, pas uniquement pour les Français, pour l'ensemble des citoyens. Comme le rappelait Claudia, on a vraiment besoin d'un horizon pour pouvoir reconstruire et se projeter dans l'avenir. Mais c'est sûr que dans la situation française où la vaccination a pris
autant de retards, des retards d'autant plus criants lorsqu'on les compare avec d'autres pays. Par exemple, on est à 2 millions ce matin de vaccinés contre 10 millions en Angleterre. Si en plus ces vaccins se révèlent inefficaces, effectivement, on peut s'attendre à une colère vraiment grandissante et là à des instabilités politiques très fortes. Si pour le moment, les mouvements un peu anti-système, que ce soit du Rassemblement national ou France insoumise, n'ont pas complètement percé dans cette crise, c'est parce que c'était surtout la peur qui saisissait. Lorsqu'on bascule dans une situation où c'est plus la colère qui domine, effectivement, là, le détour vers des mouvements de contestation très très forts risque d'être très important. Alors, encore une fois, juste pour préciser, il s'agit d'une partie des vaccins pour une partie des variants, et ce qui veut dire que, y compris le vaccin AstraZeneca, eh bien, celui-ci est efficace contre déjà le virus traditionnel, si j'ose dire. Claudia Sénic, une remarque à ce sujet, si l'horizon doit se rallonger et si effectivement les scénarios incertains doivent devenir la norme, puisque c'est finalement l'une des conséquences de cette période, est-ce que le bien-être et les bien-être des différentes classes d'âge, parce qu'on a vu que pour les jeunes, il y avait un certain nombre de questions qui se posaient, ne pas pouvoir faire ce que l'on voulait faire dans la vie. Pour les seniors, en revanche, la situation est un peu différente. Pour les seniors, là, je pense que un sentiment vraiment de dépressivité ou de dépression extrême, parce que ça fait longtemps que certaines personnes n'ont pas pu voir ont renoncé à voir leur famille et leurs enfants, leurs petits-enfants, et vivent, eux, dans la peur, pour le coup. Et pour les jeunes, effectivement, c'est le coût le plus élevé. Donc, ça a des impacts très différenciés selon les classes d'âge. Et bon, on peut espérer que les gens s'habituent à vivre dans cette incertitude. Il faut aussi quand même souligner que même si, il y a une peur et une colère qui sont là de manière latente et qui ont envie de s'exprimer chez certaines personnes pour d'autres raisons. C'est-à-dire parce qu'elles se sentent laissées pour compte de tous ces changements, etc. Et puis c'était les mouvements sociaux que l'on observait et sur lesquels... expriment des facteurs latents, un peu comme un volcan qui couve et qui, à un moment donné, fait éruption. Donc, parce qu'il y a moins de croissance, essentiellement pour ça, en fait, parce qu'il n'y a plus une marée qui soulève tous les bateaux de manière agréable pour tous. Mais... A priori, cette situation, c'est celle que vous analysez d'ailleurs dans ce rapport avec le mouvement des Gilets jaunes et les répercussions qu'il a eues sur le moral des Français ou sur la société française, Claudia Sénic. Oui, c'est ça. C'est en fait ce qu'on... la répercussion sur... Oui, évidemment. Oui. Alors, justement, là, on le voit bien dans les petits graphiques du tableau de bord de l'Observatoire. On voit vraiment le point bas de décembre 2018, là, au moment des Gilets jaunes, qui correspondait à ce sentiment dominant de colère et puis de ras-le-bol et puis de rejet, finalement, de cette organisation. Est-ce qu'on peut sortir de ça, Yann Algan? Alors, tant que la pandémie sera là, la situation sera atypique. Si on imagine un jour en sortir, comment peut-on voir les choses? Alors, question complexe. Moi, je voyais par exemple une comparaison avec l'Angleterre. Oui. L'Angleterre est un pays qui a connu des traumatismes sociaux importants et qui, aujourd'hui, alors même que la gestion de la pandémie peut être considérée comme étant, disons, perfectible, je parle de la période avant la vaccination, eh bien, les niveaux de confiance étaient beaucoup plus élevés qu'en France. Oui, alors, et vous avez tout à fait raison de faire aussi un détour par les comparaisons internationales. Et je pense qu'il faut se garder de jugements trop hâtifs. L'Angleterre était dans un pays où le niveau de confiance dans le gouvernement était plus élevé qu'en France, ce qui était assez paradoxal vu la gestion calamiteuse de Boris Johnson. Et maintenant, c'est un pays où un nouvel espoir naît avec des taux de vaccination très importants. A contrario, lorsque vous regardez la situation de l'Allemagne, pendant l'automne, d'une certaine façon, tout le monde rêvait d'être allemand. La pandémie ne repartait pas. Et maintenant, depuis décembre, le taux de mortalité et d'incidence a plus que doublé. Donc,
les réalités sont très changeantes. Je pense que les grandes tendances maintenant pour s'en sortir vont dépendre bien sûr de la situation sanitaire et de l'efficacité du vaccin. Il y a aussi après des questions vraiment de politique économique qui vont être très très importantes. Et c'est là où on voit bien la tension entre un arbitrage sur la santé. Le Conseil scientifique a raison d'insister sur les questions de santé, mais le gouvernement où les acteurs sociaux ont raison de dire aussi que l'économie compte et puis surtout les relations sociales comptent. Yann Algan, Les origines du populisme, votre livre publié aux éditions du Seuil, et Claudia Sénic, Le bien-être en France, le rapport 2020, publié aux éditions du Cépréma.